Alors, je commence d'abord pour remercier au professeur René Evard, toute l'organisation pour la participation dans ces congrès. J'aimerais bien être là avec vous, mais ce n'est pas toujours possible, non? Bon, lorsqu'on parle de ce titre, non? Exceptionnel pour qui? Trans, spiritualité et ontologie. Une des premières choses que nous pensons, c'est qu'est-ce que c'est le réel? Ou qu'est-ce que c'est la réalité? Non? C'est une question importante parce que, en raison de la réalité, nous avons toute l'organisation des connaissances et aussi des sociétés. Non? La notion de réalité que nous connaissons, elle est née, à bien dire, par moyen des prêtres du Moyen-Âge, les scolastiques, et notamment d'un Scotus qui était écossais. Non? Quand il parlait de ens reale, ça veut dire quelque chose qui existe indépendamment de nous, indépendamment de notre manière de penser, de notre volonté. Okay? Et cela, c'est intéressant parce que quand nous pensons dans des différentes cultures, si nous prenons par exemple l'idée de Toby Nathan, des univers, cultures et sociétés d'univers multiples, nous pensons à des choses très intéressantes. Par exemple, ici, j'ai déjà eu des contacts avec des gens que ne faisaient pas, ne prenaient pas de décisions importantes de sa vie, par exemple, faire un doctorat, un voyage, un mariage, sans consulter le monde spirituel. Donc, il y avait des gens qui parlaient des esprits avec une telle intimité et qui, pour eux, ces esprits existaient. Il y avait des personnalités qu'on mettait aussi avec ses parents, avec ses copains, les gens de sa famille. J'ai entendu un cas d'un monsieur qui habitait à la zone rurale et qui, tout le monde disait qu'il avait un pouvoir spécifique sur des serpents. Et c'était une espèce de pouvoir spirituel. Il pourrait contrôler les serpents, même les serpents les plus dangereux. Et ainsi, beaucoup de sociétés à l'Amérique croient que la forêt, que ce sont ses habitats, sont tout à fait dans un échange profond entre le spirituel et le physique, de manière que pour eux, parfois, il n'existe pas cette différence. Donc, alors, c'est intéressant de penser parce que quand Obinatan parle de sociétés d'univers uniques, et je ne dirais pas qu'il existe une société entièrement d'univers unique, nous rencontrons l'idée du monde magique, de quelque chose comme bizarre, comme quelque chose qui ne répond pas à la raison, notamment la raison moderne, si nous disons. Non? C'est par exemple dans le livre très riche de Ernesto de Martino, non? Quand il parlait du monde magique, il y avait beaucoup de rapports, des histoires sur des situations exceptionnelles dans le monde, dans les différents pays. Non? Mais l'idée de magique, elle nous amène aussi à une réflexion intéressante comme une évocation d'un monde qui nous habite, d'un monde de l'émotionnel, de l'inconscient, qui vient d'une certaine manière à partir du romantisme qui commence à l'Allemagne et va aussi à la France, non? Au 6e siècle, 17e siècle. Alors, cette idée de magique est intéressant de manière qu'on puisse penser comme ces peuples qui parfois nous appelons de primitifs, ils pensent et ils ont beaucoup à nous enseigner. Okay? Ça veut dire que cette manière de penser des autres réalités, elle est profondément influencée pour un langage poétique, métaphorique, ainsi qu'on des émotions et des sentiments. Non? Ce qui, pour beaucoup de gens, il serait une espèce de pensée au contraire de la raison. Donc, à mon avis, ce n'est pas ça.
Et c'est dans ce sens que je vais parler un petit peu de la méthodologie d'un inquiry basée de design thinking, la pensée design. Et de quelle réalité parlons-nous? Donc, quand on parle de la réalité, nous parlons, selon la modernité, d'une réalité moderne, non? Des choses objectives, des choses qui peuvent faire une existence à nous, non? À nos pensées, qui suivant l'idée de uns reale et scotus. Non? Mais, notamment à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, nous avons aussi l'idée de meaning, la construction du langage qui est amenée par le postmoderne. Et dans ce point de vue, je trouve que quand on parle d'une manière différente de penser, qui apprend beaucoup avec le peuple d'autres cultures, de savoir plus traditionnel, et je parle de la design inquiry, nous parlons d'une transmodernité. Ça veut dire une manière de penser, de vivre, peut-être un paradigme, dans lequel la construction et l'objectivité, ils sont ensemble, tel comme proposé par le professeur Farouk Seif. D'une certaine manière, nous pouvons parler d'un langage qui est extrêmement intégré au sentiment. Donc, comme si nous pouvons parler, au moins métaphoriquement, de connaître par moyen des sentiments. Donc, on connaît qu'à partir de ce que, avec qui nous pouvons établir une connexion. On parle d'un monde qui part d'un voyage imaginaire, mais aussi imaginal, comme on dirait Courbin, Henri Courbin. Et donc le monde est diaphane. L'espace est multiple diaphane et le temps est aussi polychronique. Ça veut dire, comme ça arrive en trans, que quelqu'un peut être ici, peut être au passé, peut être au futur, presque au même temps, et avoir des expériences de temps, espace et matière tout à fait différentes. Dans ce sens, pour penser à une telle possibilité, à un tel inquiry, et j'utilise le terme inquiry sans avoir rencontré un terme correct en français. Peut-être que vous pouvez m'aider dans ce sens, mais en portugais même, je n'ai pas rencontré encore. En prenant ici deux pistes, quelques-unes données par Charles Peirce, mais aussi pour des peuples qui vous parfois parlez des primitifs, qui nous parfois parlons comme primitifs. Peirce a écrit en 1908 un texte qui est polémique, même entre les académiques qui l'étudient, qui c'était l'argument négligencé sur l'existence de Dieu, sur la réalité de Dieu. Non? Et dans ce texte, il va parler d'un argument qui existe et qui parfois le théologue méprisait dans ses discussions sur l'existence et la réalité de Dieu. Non? Quel est cet argument? Qu'une idée qui est capable de demeurer au long du temps, au long des générations, et mobiliser beaucoup de gens de manière à conduire ces vies, à établir une conduite comme l'idée de Dieu le fait, est une idée réelle. Donc, et cela, c'est intéressant parce qu'elle parle d'une certaine universalité qui, je dirais, existe partout, par toutes les cultures. Donc, je ne dirais pas que toutes les cultures sont des cultures qui croient aux dieux chrétiens et juifs que nous croyons, non? Mais toutes les cultures croient à un monde spirituel. Et ces vies sont pragmatiquement influencées pour ces idées, donc pour ces êtres. Et plus encore, si nous pensons à Tobinatan,
à l'idée du dispositif. Toutes les cultures ont des dispositifs dans certaines manières d'altération des consciences, capables de faire un accès, de produire un accès à ces mondes, et pouvoir établir un commerce, une négociation, un échange avec un tel monde. Bon. C'est là, c'est un point universel et, à mon avis, qui peut bien être considéré comme un dédoublement ou quelque chose au moins prochaine de l'argument de Peirce. Et Charles Peirce, dans ce texte, parle aussi d'une chose intéressante qui est un terme qu'il utilise, de pure play of amusement, le pur jeu d'amusement, en référence au musée du passé. Ça veut dire, d'une manière synthétique, une manière de méditation dans laquelle l'inquirer, la personne qui cherche cette idée, se met dans un état spécifique et extrêmement fixé. Non? Et Peirce même dit que c'est là où on ne peut pas arriver à cet état de manière à pouvoir apprécier profondément cette idée dans de quelques peu minutes. C'est un entraînement, il parle au moins de 40-50 minutes, pour faire une profonde plonge en soi-même, de manière à pouvoir penser à cette idée. On rencontre beaucoup de parallèles, de proximités, avec des idées, par exemple, des saints catholiques ou des yogis qui font une type de méditation qui n'est pas si loin de celle proposée par Peirce. Mais la question que nous posons, c'est dans un point de vue d'une recherche ou d'une inquiry, jusqu'à quel point pourrions-nous penser à une telle idée? Non? Alors, après cela, je propose à partir de cette discussion une manière d'accéder à cette ontologie, à une design inquiry qui est extrêmement, à mon avis, désignée, préparée pour travailler soit la question de la transe en tant qu'un dispositif, et soit en ce qui concerne la manifestation spirituelle. Donc, et c'est là, comme j'ai déjà eu occasion de parler de mes présentations en France, et est basé sur l'idée des attitudes phénoménologiques. Et la première attitude, telle comme proposée par Peirce, est une attitude intéressante que nous pouvons prendre comme lui il faisait, qui est l'attitude de l'artiste. Et ça veut dire notamment se connecter. Ça veut dire établir, comme on arrive dans une psychothérapie, par exemple, dans un lien plus profond d'échange émotionnel, un accord. L'idée d'accord, elle a un radical étymologique qui nous amène à l'idée de cardio, cœur, de latin. Non? Alors qu'on a un accord avec quelqu'un, ça veut dire que mon cœur est avec ton cœur. Ils sont ensemble dans cette démarche. Non? Alors, ça veut dire une connexion par moyen de sentiments. Être ensemble, sentir ensemble. Et ce type d'état, il est en soi un état phénoménologique et je dirais aussi hypnotique, dans la mesure où les frontières entre moi et le monde, elles sont au moins partiellement, comment on dirait, effacées, partiellement au moins, et qui permettent une vision, une interpénétration, mais en même temps une vision panoramique, dans la mesure où on a un temps qui se déroule au long d'une recherche. Non? Si nous pensions, par exemple, dans une idée phénoménologique classique de Brentano, il va parler beaucoup de la description. Alors, dans l'importance d'une description, pourquoi la méthode doit être adaptée à l'objet qu'on écoute, au terrain qu'on écoute. Et ici, ce n'est pas différent parce qu'on dit que cette vision panoramique qui essaie de se connecter avec les différentes facettes d'un phénomène qui arrive,
elle aussi nous donne une vision ample de cette dimension qui nous vient. Mais il y a encore un autre facteur important. Et je parle ça beaucoup en raison de ma pratique en tant que psychothérapeute ici à l'université, qui est l'idée de l'acceptation. Erickson parlait beaucoup de l'acceptation, au moins dans les livres classiques Hypnotherapy de Ernest Rossi. Il parle de l'acceptation comme une des fondements les plus importants de sa thérapie, qui ça veut dire accepter la personne de la manière particulière dans laquelle elle se montre. Mais l'idée d'acceptation dans ce sens, elle est plus ample, parce que ça veut dire une acceptation dans laquelle nous pouvons avoir une certaine connexion avec notre préjugement, qu'il existe toujours, mais aussi une acceptation qui vient de nos interlocuteurs, soit les sujets, soit le monde spirituel. Sans cette acceptation, parfois je vois que l'accès à de certaines manifestations spirituelles, elle ne marche pas, elle n'arrive pas. Le deuxième point que nous pouvons penser d'une attitude phénoménologique dans ce type de lien, qu'est-ce qui arrive, est plus prochaine de la figure phénoménologique du bulldog, des chiens. Et pourquoi on parle ça? Pourquoi Charles Peirce, quand il parlait de bulldog, il était une époque où il y avait encore l'ancien bulldog qui aujourd'hui n'existe plus, qui était très connu à l'Angleterre, mais notamment aux États-Unis, amené par des immigrants, qui était un animal extrêmement persistant, soit pour la chasse, soit pour s'occuper d'un groupe d'animaux de création, soit pour la défense. Alors, on disait que quand le bulldog prenait quelque chose, il ne lâchait plus. Non? Et ce type d'idée est extrêmement importante parce que, notamment aujourd'hui, on voit des chercheurs qui sont extrêmement pressés par le temps et sa manière de penser est extrêmement pressée. Alors, l'application superficielle de méthodologie, je dirais qu'il peut parler très peu en ce qui concerne ce type de terrain. Non? Dans la mesure où on a ce type de disposition qui ça ne veut pas dire pressionner le terrain, mais attendre, avoir une forte patience, une persévérance, même pour traiter les différents paradoxes. On est cohérent avec les bulldogs. Non? Et cela présuppose pas seulement le refinement des dispositifs techniques. Je dirais, par exemple, si nous sommes dans un contexte d'une pratique spirituelle, mais aussi dans la pratique de l'hypnose. Un raffinement épistémologique capable de nous montrer la facette qui peut émerger à partir de ces contacts. Non? Et cela est pour une telle attitude, j'ajouterai ici que quand on parle dans la question spirituelle, la participation des spécialistes de cette culture est extrêmement importante, de manière à nous aider comment le monde spirituel fait ce type de mouvement à partir de ce contexte que nous créons. Et le contexte technique est extrêmement important dans ce sens. Et pour fin, nous pouvons parler un petit peu de l'attitude du troisième, non, que Charles Peirce parle de les mathématiciens. Pourquoi? Pour que les mathématiciens sont capables de parler d'une manière générale, de construire des formules et des réflexions raisonnables et logiques, capables de promouvoir une explication. Et une des choses importantes qui viennent, ça veut dire que dans les rencontres que nous avons entre nous et les personnes qui nous amènent cette dimension spirituelle, ces rencontres, il n'est jamais une rencontre seulement entre deux personnes. Il y a une rencontre entre des différents mondes. Bon. Par exemple, les chercheurs amènent son étude théorique, ses idées, ses jugements, mais aussi ses appartenances culturelles.
Bon. Il y a une discussion intéressante aujourd'hui au Brésil sur quand le chercheur est aussi naïf. Ça veut dire quelqu'un qui appartient à ces groupes étudiés. Non? Et c'est là, ce sont des choses importantes parce qu'on voit la dimension d'une horizontalité entre ces deux types de savoirs. C'est pour cette raison que l'acceptation est nécessaire. Donc, horizontalité ne veut pas dire la même chose. Ne veut pas dire ils parlent exactement de la vérité de la même manière. Donc, mais que cette horizontalité nous permette d'avoir un échange plus profond, notamment de reconnaissance des autres. Parce que un des principes que nous parlons ici, c'est de la nécessité de comprendre cette réalité à partir de ces perspectives qui vont au-delà de la construction de sens, mais qui dépendent de cette construction. Donc, un autre point nécessaire, que nous pensons dans ce sens, c'est l'idée de l'intentionnalité des êtres. Donc, quand le sujet parle d'un rêve, le sujet expresse une manifestation spirituelle, cela a toujours une intentionnalité et qui doit être déchiffré. Et ce processus nécessite de l'intervention, de la participation des gens qui connaissent cette culture, des spécialistes de cette culture. Cette dimension est la dimension symbolique, extrêmement importante et fondamentale dans le sens que nous pensons de comprendre cette réalité. Parce que ce n'est pas, comme je dirais, dans une idée moderne, d'une idée de que moi, je vois les autres et parle des autres d'une manière externe. Mais ça veut dire d'une manière qui partage la relation. Et comme nous ont enseigné depuis les premiers thérapeutes existentialistes humanistes, essayer de parler à partir du monde de l'autre. Alors, avant de parler de l'autre, moi, par exemple, je parle ici des personnes et des groupes avec qui j'ai des contacts, est nécessaire de parler avec. Et c'est avec, quand on parle de rencontres des mondes, veut dire une négociation des sens, et notamment un terrain où on a une résistance dans laquelle je peux parler à eux ce que je perçois dans ma recherche. De cette manière, je trouve que nous avons une très bonne possibilité de commencer à comprendre ces autres dimensions de réalité qui ne répondent pas entièrement à une notion moderne, mais qui sont sans doute intéressantes pour penser la dimension ontologique de ces autres expressions de réalité qui existent au long de l'histoire de l'humanité. Bon, si maintenant vous voulez faire des questions, je serai très heureux de vous répondre. Alors, nous n'avons pas de micro portatif, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on vous entende. Donc, je vais répéter des questions. Alors, qui a des questions? C'était seulement pour savoir si Mauricio avait entendu parler des travaux de Alain Vallée sur l'hypnose de l'acceptation. Je ne sais pas si les travaux qu'il connaît et s'il fait du lien justement avec la notion d'acceptation que vous Donc, il y a une question de Gaëtan qui demande si tu connais les travaux d'Alain Vallée sur l'hypnose de l'acceptation. Non. Je ne connais pas. Mais j'ai parlé notamment de l'interprétation que Ernest Rossi a fait sur le travail d'Erickson. C'est une idée intéressante que Erickson est un humaniste. Donc,
le pragmatisme est aussi considéré une école humaniste. William James a un très beau texte dans ce sens du début du XXe siècle. Et cette idée d'acceptation, elle est profondément liée à une compréhension du sujet dans sa singularité. Et pourquoi cela c'est important? Les psychologues de l'audience vont comprendre bien parce que je dirais que quasiment toutes les écoles de psychothérapie parlent d'une acceptation. Carl Rogers, peut-être, c'était le plus connu dans ce sens. Et c'est vrai, non? Mais même Carl Rogers, il avait une manière de traiter les personnes il n'y avait pas très grande variation. Alors, Erikson nous raconte des situations de personnes qui travaillent très bien par moyen de la compensation, d'autres qui doivent faire une activité physique, d'autres qui doivent faire une régression de l'enfance, d'autres qui peuvent avoir un transit plus spécifique en ce qui concerne un problème comme la phobie. Donc, cette grande variation qui est aussi une action et qui valorise la potentialité et l'activité de la personne, le papel protagoniste, et qui, à mon avis, comprend l'idée d'acceptation d'Erikson. Réponse satisfaisante? Oui. Qui d'autre? Oui. Merci Mauricio. Et tu parles d'horizontalité et aussi du bulldog et du côté persévérant. Je me demandais si dans ce côté persévérant, il n'y avait pas aussi une forme de verticalité, c'est-à-dire d'ancrage dans le présent. Non. Je dirais que non, parce que d'une certaine manière, toutes les écoles spiritualistes, elles parlent de l'effort, de l'importance de l'effort. Sans discipline et entraînement, on ne sera pas capable d'avoir un accès à de certaines dimensions. Je dirais même que la science, c'est comme ça. Sans un travail dur d'apprentissage, on n'aura pas condition d'avoir un grand scientifique. Non? Mais dans quel sens? Le bulldog, ça veut dire une persévérance d'attendre, d'observation, d'être en contact. Au même temps, ça nous dit de quelqu'un qui est extrêmement respectueux. Parce que le bulldog est un animal extrêmement fidèle. La fidélité des bulldogs, c'est aussi très, très connu. Non? Et dans ce sens, ça ne veut dire qu'il doit pressionner la personne, utiliser cette force contre la personne. Mais c'est une force favorable à la démarche. Si nous pensons par exemple à un couple qui danse, une danse d'autre niveau, je dirais, elle a de spontanéité, mais elle a aussi tout entraînement de ce qui Pierre Bourdieu appelait les habitus, qui est une espèce d'incorporation d'une technologie corporelle qui nous permet le renfermement des mouvements. Alors, ces choses ne sont pas incompatibles. Au contraire, elles sont nécessaires. Même si nous pensons, par exemple, au tai chi, le tai chi chuan ou yoga, qui parle d'une fluidité, il exige beaucoup à une dimension de discipline. Et alors, c'est dans ce sens. D'accord. Merci, Andy. Moi, j'ai une question au Mauricio. C'est aussi en lien avec ton titre, et puis j'aimerais voir comment tu l'articules avec ton modèle et le fait que tu es brésilien. Donc, exceptionnel pour qui? Est-ce que les expériences exceptionnelles que vous pourrez avoir, nous, en France, elles seraient vraiment pas si exceptionnelles que ça au Brésil? Et j'ai en tête aussi des témoignages de Brésiliens que j'ai rencontrés qui disent, bon, bah, effectivement, la pratique de la médiumnité est très classique. Pour nous, elle fait partie des mœurs. Par contre, j'avais un autre Brésilien qui est venu en France et qui me disait, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est d'apprendre que vous avez une approche scientifique de ces sujets. Je ne pensais pas que ça existait. Voilà. Oui. Oui, écoute, il y a une dimension qui est extrêmement intéressante. Par exemple,
imagine le visage des personnes quand Saint-Dumont, le Brésilien qui a créé l'avion, a créé un objet qui pourrait voler pour Paris, qui avait fait un tour aérien à Paris. C'est bien sans doute c'est une chose exceptionnelle. Et quand je parle de cette question entre ce qui est naturel et ce qui est exceptionnel, ça ne veut pas dire que même dans une culture et parmi des gens qui ont une familiarité avec cela, l'élément de surprise ne soit pas capable de surprendre ces personnes, d'être présent dans ces personnes. Non, même les médiums se surprennent avec ce qu'ils vivent. Non. Mais il y a un facteur qui, à mon avis, c'est intéressant, qui est très bien décrit par William James quand il parle de sacré, et aussi comme par Rudolf Otto, qui est une idée très forte dans la tradition juive chrétienne, qu'elle est d'étonnement. Non? Alors même que quelqu'un est familiarisé avec un médium, un guru, un avatar, cette personne, elle peut parfois sentir la présence du sacré, du spirituel, et dans un sens d'étonnement. Qui selon, et j'ai déjà entendu des histoires des personnes qui disent que la tradition juive chrétienne est plus liée au père, notamment l'Ancien Testament, et que la tradition hindouiste est plus liée au sentiment d'amour. Je ne sais pas jusqu'où on peut y aller pour là, mais essaie de dire l'exceptionnel qui nous étonne. Et même que nous le savons, nous surprise, comme la mort. Tout le monde sait que la mort est un phénomène, certes, tout le monde va mourir, mais elle toujours nous amène des surprises. Ou je dirais que presque toujours. Donc, c'est dans ce sens l'utilisation du terme, qui dit d'une familiarité, mais n'élimine pas l'élément de surprise et d'un teneur, je dirais, aussi esthétique. Est-ce qu'il y a encore d'autres montées d'échange? Très bien, merci beaucoup encore Mauricio, on va pouvoir t'applaudir. Ok.